C'est un domaine qui génère des avancées technologiques de plus en plus sophistiquées. Mais les dangers sont omniprésents et menacent directement la vie des futurs voyageurs de l'espace. Voler dans l'espace extérieur, c'est comme traverser un stand de tir. Dans cette quête, les limites des capacités et de l'ingéniosité humaine sont testées en permanence. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On meurt. Bienvenue dans l'ère du voyage dans l'espace. Le progrès, suivant des voies que l'on n'aurait jamais imaginées, continue à œuvrer pour que l'homme puisse aller plus loin dans le ciel. Pendant des années, les beautés de l'univers nous ont entraînés vers les espaces lointains. Aujourd'hui, leurs mystères semblent à notre portée et nous pouvons accomplir notre destin. Je ne sais pas si c'est écrit dans nos gènes, mais dès que nous voyons au loin quelque chose, notre curiosité est piquée. Et nous avons tout de suite envie d'aller jeter un œil. Aujourd'hui, les télescopes nous permettent de voir de plus en plus loin. Alors pourquoi ne pas tenter le voyage vers ces objets qui semblent aujourd'hui à portée d'une prochaine mission spatiale? T-minus 10, 9, main engine start, 5, 4, and liftoff of Space Shuttle Atlantis to assemble the... En quittant la planète qui l'héberge depuis toujours, l'homme a accompli un de ses plus grands exploits. Mais personne, depuis 1972, ne s'est aventuré au-delà de l'orbite terrestre. Notre programme spatial a été gelé pendant 30 ans. Nous ne faisons que tourner autour de la Terre. C'est comme si Christophe Colomb, après avoir exploré une première fois le Nouveau Monde, s'était contenté de naviguer le long de la côte espagnole durant le reste de sa vie. Quel est le problème? Un tout petit mot de 4 lettres, le coût. Pour mettre 500 grammes de n'importe quoi en orbite, il faut compter près de 10 000 $. Imaginez que l'astronaute John Glenn soit entièrement en or. Voilà ce que cela coûte de le placer, ou de vous placer, en orbite autour de la planète. Il vous faudrait compter près de 20 millions de dollars pour partir en week-end dans une station spatiale. Près de 500 millions de dollars pour aller sur la Lune. Et pour aller sur Mars, cela vous reviendrait sans doute à 10 milliards de dollars. Pour réduire les coûts d'un voyage dans l'espace, il faudrait trouver un moyen efficace de surmonter l'attraction terrestre. Vous vous souvenez de l'histoire de Jacques et le haricot magique? Jacques est un petit garçon qui grimpe jusqu'au ciel grâce à un haricot magique. Eh bien, imaginez un ascenseur. Vous appuyez sur un bouton et hop, il vous emmène dans le ciel comme Jacques avec son haricot. Au lieu d'être construit à partir du sol, l'ascenseur spatial partirait d'en haut. Un satellite, en orbite géosynchrone, lancerait un câble de 90 000 km de long vers la Terre, où il serait ancré à la surface. Aujourd'hui, nous sommes tout près de pouvoir fabriquer des fibres, capables de résister à la tension d'un voyage à toute vitesse vers l'espace extérieur, en même temps que l'ascenseur tournerait en orbite autour de la Terre. Dans cette hypothèse, il ne tomberait pas, puisqu'il tournerait à la même vitesse que la planète. La cabine de l'ascenseur se déplacerait simplement le long du câble et placerait les voyageurs et leur matériel en orbite. Là, ils pourraient rejoindre un vaisseau spatial. Ce système remplacerait le lancement d'une fusée. Cela pourrait diviser par 1000 le coût d'un voyage dans l'espace. Vous vous rendez compte? Vous comprenez qu'un voyage spatial ne coûterait peut-être pas plus cher qu'un billet d'avion. Mais lorsqu'il quitte l'étreinte rassurante de la Terre, des dangers inconnus attendent le voyageur de l'espace. Un vol dans l'espace n'a rien à voir avec un petit périple en bus à travers le pays. C'est comme traverser un stand de tir. Un voyageur paranoïaque pourrait penser que l'univers entier lui tire dessus avec une arme à feu. On trouve dans l'espace des particules, parfois de la taille de poussière ou de cailloux, qui filent à 15 000 km/h, ou même plus vite.
En ce moment même, plus d'1,5 million de projectiles de plus de 3 cm de diamètre filent comme des flèches autour de la planète. Il peut y avoir des morceaux de verre brisés issus de cellules photovoltaïques, des éclats de peinture d'un vaisseau spatial ou des débris de fusées de lancement. Mais plus loin, on rencontre des dangers encore plus grands. Des météores de la taille d'un caillou, les micrométéorites. Un de ces petits grains de poussière peut briser le verre, pénétrer le métal et pulvériser le plastique. Et cela arrive sans arrêt dans l'espace. Mais une menace encore plus grande, d'une toute autre nature, attend le voyageur. Les radiations. On a pu voir les effets dévastateurs de cette énergie invisible après le lâcher de bombes atomiques sur le Japon au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi qu'après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Le Soleil, qui nous donne la vie, déverse des flots de radiation mortelle. Rendez-vous compte à quel point nous sommes protégés dans ce havre qu'est la Terre. Nous sommes protégés par l'atmosphère, car le champ magnétique terrestre absorbe la majeure partie du rayonnement du Soleil. C'est ainsi que naît l'aurore boréale. Dans l'espace, ce phénomène vous arrive droit dessus. Il n'y a pas de couche d'ozone, pas de champ magnétique pour vous protéger. Vous êtes seul face à la rigueur de l'espace. La Terre est à environ 135 millions de kilomètres du Soleil. Sur cette distance, plusieurs centaines de millions de particules traversent chaque centimètre carré de l'espace autour de la planète, à chaque seconde. Des particules à haute énergie arrivent sans cesse du Soleil. Mais de temps en temps, il y a une dose supplémentaire de ces particules brûlées par le Soleil. Nous avons alors une radiation à très haute énergie, et c'est terrible. Ce niveau de radiation n'est jamais bon pour l'ADN de qui que ce soit. C'est dans les régions des taches solaires que sont brûlées ces quantités extraordinaires d'énergie. On a alors comme une batterie de canons qui bombarderait le cosmos. On n'a aucun moyen de prévoir ces radiations avant leur arrivée. Malheureusement, le danger des radiations ne diminue pas lorsqu'on s'éloigne du Soleil. C'est pour cette raison que nous sommes sous la menace d'une autre forme d'énergie. Connus sous le nom de rayons cosmiques galactiques, ils sont issus de mondes extraterrestres lointains, d'étoiles en explosion et de trous noirs. Les rayons cosmiques galactiques se composent de particules qui se déplacent à une vitesse très proche de celle de la lumière. Une simple particule de fer qui viendrait frapper votre corps peut avoir le même effet qu'une balle de baseball lancée à 150 km/h. Ça peut être dévastateur. Bien que les particules de fer soient rares, lorsqu'un astronaute quitte la protection du vaisseau spatial, par exemple quand il fait quelques pas dans l'espace, des milliers de rayons cosmiques galactiques pénètrent son corps à chaque seconde. Sur 24 heures, les rayons et particules solaires qui attaquent le voyageur de l'espace correspondent à ce qu'il recevrait en 6 mois à la surface de la Terre. En règle générale, le corps humain ne ressent pas immédiatement les radiations qui le frappent. Mais lorsqu'elles sont en quantité importante, il peut les percevoir même les yeux fermés. En effet, les particules émettent des éclairs quand elles frappent la rétine d'un voyageur de l'espace. Ce ne sont pas des éclairs aveuglants. On se demande, est-ce que j'ai vraiment vu quelque chose? Et puis on se dit, oui, en effet, il y a eu un petit événement, bref. Mais le corps humain est affecté par cet étrange mode de vie où il est ultra léger. Je pense que la chose la plus dangereuse dans l'espace est l'absence de gravité. L'absence de poids provoque un changement dans quasiment tous les systèmes de notre corps. Et cela ne s'arrête que lorsqu'on retourne vers un monde où la gravité nous attire de nouveau vers le bas. Une des premières conséquences de l'absence de gravité dans l'espace, c'est la perturbation du sens de l'orientation. Qu'est-ce qui est en haut? Qu'est-ce qui est en bas? Très bonne question. Mais c'est vous qui en décidez. Si vous voulez que le haut soit là, très bien. Mais si vous voulez qu'il soit par là, c'est parfait.
La plupart des voyageurs souffriront du mal des transports pendant les premières heures du périple, ou plus vraisemblablement pendant les premiers jours. Il faut se résigner à affronter cela. Tout le monde se sentira sans doute un peu perturbé en termes d'orientation. Sur Terre, les plongeurs éprouvent sous l'eau des sensations assez proches de celles que l'on a lors de séjours prolongés hors de l'attraction terrestre. C'est pour cette raison que les aspirants astronautes de la NASA s'entraînent à vivre et à travailler dans un environnement sans gravité, en restant plus de 6 heures dans un grand bassin d'eau. Avec un tel équipement, vous ressentez quand même la force de gravité. Mais en même temps, tout votre corps est uniformément allégé par l'eau qui vous soutient. Et s'il n'y avait pas la vision des bulles qui remontent à la surface, la nage sous l'eau procure assez bien ce sentiment de désorientation. Mais en apesanteur, au fur et à mesure que le temps passe, le corps humain, n'ayant plus besoin de résister à la force de gravité, commence à perdre sa masse musculaire et osseuse. Quand vous êtes dans l'espace, votre corps pense qu'il est peut-être allongé sur un lit. Et si vous n'y prenez pas garde, il commence à s'atrophier. Pour y remédier, un astronaute a besoin de faire tous les jours de l'exercice. Les jambes sont particulièrement vulnérables, parce qu'on les utilise très peu. Dans ce monde-là, les bras et les mains font la majeure partie du travail quand il s'agit de déplacer son corps. Le plus difficile, c'est de s'habituer à vivre dans l'espace. Alors qu'on ne peut marcher pour traverser une pièce. On ne peut se déplacer qu'en flottant. L'absence de gravité ralentit aussi la digestion, ce qui peut causer des problèmes au moment des repas. Le système digestif s'arrête. On ne peut pas manger ni boire avant d'être sûr de pouvoir de nouveau digérer. Et cela peut prendre des heures dans la journée. Pire encore, la gravité zéro et les radiations peuvent se combiner de façon particulièrement dangereuse. Dans l'espace, le système immunitaire n'est pas aussi efficace qu'à l'ordinaire. Beaucoup de bactéries et de virus que nous tenons d'habitude à distance deviennent plus virulents. De plus, les bactéries peuvent se développer 50 fois plus vite. Et un virus apporté à bord pourrait muter et se transformer, grâce aux radiations omniprésentes, en un prédateur tel qu'on n'en a jamais vu. Toutes ces difficultés s'abattraient sur les voyageurs de l'espace dans les premières heures ou les premiers jours. Et que dire de voyages encore plus longs? Ils n'en seront que plus pénibles. L'univers est un endroit inoubliable. Mais il est réservé aux aventuriers les plus hardis, ceux qui auront le courage de s'enfoncer dans un environnement empli de dangers mortels. Et qui n'auront pas peur de se promener loin de la sécurité et de la familiarité de leur univers. Nous trouvons tout naturel que nos vêtements soient souples et que des machines assurent la température de la pièce. Parce que de façon implicite ou explicite, ils sont conçus pour ça. Si vous vous approchez du soleil, vous allez devoir affronter des températures de centaines de degrés. Et si vous vous en éloignez, elles seront très en dessous de zéro. Sur Terre, il y a tellement de choses que nous estimons naturelles. Nous sommes ici à l'extérieur et nous avons la lumière du soleil, de l'air frais autour de nous. Là-haut, on est dans un écosystème fermé où il faut répondre à tous les besoins que la Terre assure automatiquement. En même temps, vous préservez l'intégrité de votre espace. Vous ne subissez pas de rapides décompressions ou de soudaines suffocations. La même réalité s'impose à un sous-marin lorsqu'il s'enfonce dans les profondeurs de l'océan. Il procure à ses habitants une protection vis-à-vis du monde qui l'entoure. Si un vaisseau spatial subit une avarie, l'air manque et on meurt. Si le sous-marin subit une avarie, l'eau rentre et on meurt. L'isolement, qu'il soit physique ou mental, est assez semblable dans les deux cas. La menace de catastrophe est omniprésente. Quand vous êtes au milieu de l'océan,
Vous ne pouvez compter que sur vous et vos collègues. C'est la même chose dans l'espace. Exactement la même chose. Vous ne pouvez pas faire demi-tour. Vous ne pouvez pas courir au magasin à côté, chercher une pièce que vous n'auriez pas emportée pour effectuer la réparation. Vous ne pouvez vous en remettre qu'à votre ingéniosité. C'est le seul outil dont vous disposez. Dans l'espace extérieur, vous êtes vraiment isolé du reste de l'humanité, à un point que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Nos efforts pour explorer l'espace ont souvent été comparés à ceux des grands navigateurs des 15e et 16e siècles. Ceux qui ont traversé les océans pour atteindre un territoire inconnu. Ils devaient emporter toutes leurs provisions, sans savoir s'ils reviendraient jamais. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur cette comparaison. Mais un point diffère profondément. Quand Cortés a abordé l'Amérique du Sud, quand Colomb est arrivé aux Caraïbes, ils avaient toujours de l'air à respirer. Et il y avait des fruits sur les arbres. Supposons que les astronautes d'Apollo 11, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, se soient posés sur la Lune et que leur engin ait été accidenté. Que faire? Rien. C'est la mort assurée. Il n'y a aucun arbre sur lequel on puisse prélever des pièces pour réparer le vaisseau. Les dangers qu'encourt la santé humaine sont bien plus grands au cours d'une exploration spatiale que lors d'un voyage sur Terre. Il n'y aura pas de station-service en cas de panne, de pénurie de carburant ou si l'on a besoin de se désaltérer. Un des défis de l'exploration de l'espace, c'est soit d'emporter avec vous tout ce dont vous allez avoir besoin, soit de trouver un moyen de le fabriquer en route ou une fois à destination. Nous ne savons pas encore comment faire. Donc le risque, c'est que si quelque chose va de travers, ce soit terminé et que vous mouriez. Chaque gorgée, chaque goutte d'eau est précieuse. Au cours d'un voyage spatial, il n'y aura pas de douche. On pourra simplement essayer d'enfiler un vêtement mouillé. Quel changement pour un Américain qui consomme en moyenne 500 litres d'eau par jour. Il faudra aussi s'habituer à la manière de faire la cuisine à bord. Pour quelques jours, on peut prendre des fruits et des légumes frais, des carottes, des pommes, ce genre de choses. Pour de plus longues missions, il faut de la nourriture que l'on puisse stocker pendant de longues périodes, sans qu'elle s'abîme ou devienne immangeable. Les astronautes reconnaissent cependant que tous ces risques leur semblent un prix raisonnable pour avoir la chance d'admirer de si près la beauté du cosmos. Je sais ce qu'ils ressentent. Ils racontent par exemple qu'ils peuvent lever leur pouce et bloquer la Terre avec. Cela donne un regard complètement nouveau sur cette merveille qu'est notre planète bleue, la Terre. Et cela permet de comprendre combien elle est précieuse dans ce vaste système solaire. Cette expérience m'a changé à jamais. Et je pense qu'elle changera quiconque aura la possibilité de la vivre dans le futur. Pourtant, la durée du voyage pourrait limiter le type d'expérience accessible aux voyageurs de l'espace. Les distances, dans notre vaste univers, peuvent défier la compréhension. Admettons que le Soleil soit de la taille d'un ballon de basket. La Terre ne serait alors pas plus grande qu'un petit pois. Et s'ils étaient tous deux situés dans Central Park, l'étoile la plus proche serait un autre ballon de basket distant d'environ 7500 km, situé à Hawaï. Une des conditions préalables au départ d'une mission spatiale, c'est que vous arriviez vivant en destination. Il faut donc que ces missions soient courtes, étant donné l'espérance de vie humaine. Cela limite notre choix de planètes, et éventuellement de comètes et d'astéroïdes, lorsque nous comptons celles que nous pourrions visiter. Les paysages bruts et repoussants des planètes intérieures du système solaire, Mercure et Vénus, n'en font pas des destinations de vacances tentantes. Les températures sur Vénus dépassent 500 degrés, et la pression de l'air équivaut à être plongé à 90 000 mètres sous l'eau. Ne parlons pas du Soleil dont toute exploration potentielle est exclue.
Mais un voyage vers nos voisins les plus proches prendra plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Près de 210 millions de kilomètres séparent l'orbite de la Terre et celle de Mars. Mais comme chaque objet tourne autour du Soleil à une vitesse différente, les distances entre les deux planètes changent continuellement. Le problème, si nous voulons aller sur Mars, c'est que la Terre et Mars ne sont alignés qu'une fois tous les 2 ans. Avec les fusées propulsées chimiquement grâce à de nouvelles technologies, un vol pourrait quitter la Terre pour Mars en 2018. Il faudra alors 104 jours pour que les deux objets soient du même côté du Soleil, moins de 4 mois. Après une halte de 40 jours, le voyage de retour demanderait un peu plus de 6 mois. Il faudrait donc 1 an pour accomplir le parcours entier. Mais si un vaisseau partait en 2031, quand la Terre et Mars sont de chaque côté du Soleil, le voyage durerait 20 mois, c'est-à-dire près de 2 ans. Ce qui signifie rester 1 ou 2 ans à l'écart de toute vie normale. Il y a bien les comètes, ces boules de neige surdimensionnées qui s'approchent assez de la Terre pour qu'on puisse envisager de les rejoindre en quelques mois seulement. Il faudrait trouver une comète qui va vers le Soleil et lui sauter dessus. Regardez le coma grossir, la queue se former et le Soleil s'agrandir sous nos yeux, d'abord lentement, puis plus vite. Et enfin revenir en arrière et sortir de là. Ce serait le parcours le plus amusant à faire dans le système solaire. Ce serait dangereux parce que les particules de la comète pourraient venir vous frapper et d'autres débris pourraient vous tuer. Mais ce serait un voyage intéressant. Des astéroïdes se déplacent au-delà de l'orbite de Mars à une distance de la Terre qui nécessiterait un voyage de quelques années pour les atteindre. Les futures agences de voyage pourraient organiser des vacances cosmiques dans des conditions extrêmes, en exploitant les environnements exceptionnels de ces planètes miniatures. On vous placerait sur une sorte de luge et on vous lancerait dans l'espace, de sorte que la faible gravité de l'astéroïde vous attirerait en orbite et ne vous repousserait pas dans l'autre sens. Ce serait un grand voyage. 3 fois plus loin que Mars, l'orbite de Jupiter, avec tous ses satellites, offre des dizaines de panoramas différents. L'endroit pourrait tenter de futurs voyageurs, mais l'expédition prendrait environ 5 ans. Saturne est près de 2 fois plus loin que Jupiter, et l'idée d'un voyage qui prendrait plusieurs dizaines d'années semble assez insupportable. Mais certaines technologies permettraient de réduire le temps pour aller sur Mars à quelques jours seulement. Pour que les hommes s'aventurent dans les profondeurs du cosmos, pour qu'ils puissent se baigner dans la lumière d'une étoile lointaine, ou simplement voyager aux confins de notre système solaire, nous devons trouver un moyen de voyager beaucoup plus vite. À quelle vitesse maximum pouvons-nous nous déplacer? Les spécialistes n'ont jamais rien observé qui se déplace plus vite que la lumière, c'est-à-dire environ 300 000 km par seconde. La vitesse de la lumière est ce qu'il y a de plus rapide dans l'univers. Einstein la connaissait bien. Cela équivaut à faire 7 fois le tour de la planète en 1 seconde. Si vous vouliez bondir de la Terre jusqu'à la Lune, à cette vitesse, il vous faudrait à peu près 1 seconde. On peut comparer cela aux 3 jours nécessaires en l'état actuel de la technologie. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas voyager à la vitesse de la lumière, ni même à une vitesse approchante. Prenons l'objet le plus rapide que nous ayons jamais lancé et demandons-nous combien de temps il lui faudrait pour atteindre l'étoile la plus proche. Cela lui prendrait 50 000 ans. C'est vrai, à condition d'utiliser un système de propulsion chimique qui permet d'atteindre jusqu'à 60 000 km/h. C'est cette source d'énergie qui est employée pour faire décoller les fusées. Mais il faudrait une autre forme de propulsion pour rejoindre Mars en moins de quelques mois. On pense à plusieurs solutions pour aller à des vitesses proches de celles de la lumière, donc assez rapides pour nous déplacer n'importe où dans le système solaire en 1 jour et en moins de 10 ans vers les étoiles les plus proches.
Une de ces théories fait écho à un ancien mode de propulsion terrestre, le vent qui souffle dans les voiles des bateaux. C'est Kepler, le grand astronome, qui nota le premier la possibilité d'utiliser des voiles pour aller dans l'espace extérieur. La lumière qui jaillit du Soleil est semblable aux rafales de vent de l'espace extérieur. Ce vent solaire est ce qui crée la queue d'une comète quand elle s'approche du Soleil. Mais la lumière solaire se disperse dans toutes les directions. Et quand on est à une distance double du Soleil, la puissance de l'astre est divisée par 4. En se faisant aider par la Lune, on pourrait concentrer la lumière dans une direction. Si nous avions une batterie de canons laser sur la Lune, faisant feu tous en même temps sur une voile solaire, nous pourrions la propulser à une vitesse qui équivaudrait sans doute à la moitié de celle de la lumière. Maintenant, les lasers diffusent leur énergie dans l'espace. Par exemple, si nous avons un laser sur Terre et que je le dirige vers la Lune, il ne crée pas juste un point sur la Lune. Son rayon trace une zone d'environ 8 km de large. Ces voiles solaires ou photovoiles seraient immenses. Il y aurait des astronautes qui passeraient peut-être des mois dans l'espace extérieur pour créer une voile de 100 km ou peut-être de 1000 km d'envergure. Il faudrait qu'elle soit assez légère et résistante pour capturer la lumière d'une batterie de rayons laser située sur la Lune. Mais le principe de la voile solaire limite les déplacements à l'intérieur du système solaire. Une alternative consisterait à utiliser l'hydrogène, l'élément le plus abondant dans l'univers, comme source de propulsion. Mon concept préféré pour nous emmener jusqu'aux étoiles, c'est le principe de fusion de l'économiseur de carburant. Le ramjet ressemble à un cornet de glace. Il engloutit le gaz hydrogène quand il se déplace dans l'espace profond. Il collecte ce gaz et le fait ensuite fusionner comme le fait le Soleil, puis provoque le jaillissement d'un énorme flot d'ions à l'autre bout. Sur le papier, c'est fantastique. On pense que ce ramjet pourrait avancer éternellement en utilisant simplement l'hydrogène qu'on trouve naturellement dans l'espace. Malheureusement, les spécialistes n'ont pas encore réussi au cours de leurs tests à réaliser une fusion de l'hydrogène permettant la propulsion. Mais une autre source potentielle de carburant qui semble sortir tout droit de la science-fiction a déjà été créée en laboratoire. C'est ce qu'on appelle l'antimatière, et c'est le contraire de tout ce que nous connaissons. Pensez par exemple au monde qui se trouve de l'autre côté du miroir, comme dans Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Nous autres physiciens, nous nous sommes toujours demandé s'il y avait un univers de l'autre côté du miroir, un univers identique au nôtre mais inversé, où la gauche serait la droite et la droite la gauche. Dans un anti-univers, les charges seraient inversées. Les charges positives deviendraient négatives et les charges négatives deviendraient positives. Et quand elles se rencontreraient, elles produiraient une explosion d'énergie. Donc si l'univers de l'autre côté du miroir était fait d'antimatière et que je puisse toucher cet autre univers, je pourrais détruire la moitié de New York en une seule explosion. La conversion de matière et d'antimatière en énergie est efficace à 100%. C'est l'engin ultime. Mais il y a un problème. Il y a toujours un problème. Nous pouvons peut-être créer des anti-atomes en laboratoire, mais le coût en est exorbitant. Créer une cuillère à thé d'antimatière provoquerait la faillite de la Banque des États-Unis. Pourtant, il suffirait de quelques grammes pour nous emmener sur Mars. Et avec quelques cuillères à thé d'antimatière, nous pourrions atteindre des étoiles proches. Mais pour que nous puissions visiter une étoile lointaine ou une autre galaxie, il nous faut disposer d'un moyen encore plus étrange que celui dont rêvait Alice lorsqu'elle regardait de l'autre côté. Les experts continuent à chercher la méthode qui nous propulsera plus loin encore. Car même à la vitesse de la lumière, nous ne pourrions aller très loin. La lumière est rapide, mais l'univers est tellement immense que même si nous pouvions enfourcher un rayon de lumière pour traverser la galaxie, comme on le voit dans la science-fiction, il nous faudrait 1 millier d'années pour atteindre les objets lointains. Même à la vitesse de la lumière, il nous faudrait plusieurs millions d'années pour atteindre la galaxie la plus proche.
Et s'il est impossible d'aller plus vite, il semble que nous soyons destinés à rester dans notre voisinage galactique. Nous cherchons désespérément une nouvelle conception du tissu espace-temps qui nous permettrait de le tordre en quelque sorte, de le distordre, pour pouvoir prendre des raccourcis. C'est ce qu'ils font dans Star Trek quand ils empruntent ces trajets distordus. Ils veulent aller d'un côté à l'autre de la galaxie. Et ils n'ont qu'à emprunter cette voie qui tord l'espace-temps pour prendre un raccourci. En fait, c'est de la triche. Tout le monde connaît la fameuse phrase d'Einstein « On ne peut aller plus vite que la lumière ». Mais il y a une note en bas de la page. Einstein a évoqué la possibilité de fendre, d'étirer, de plier le tissu de l'espace-temps. Dans ces conditions, on pourrait prendre un raccourci à travers l'univers. Pensez à un tapis. Pour aller d'un côté à l'autre, on peut le traverser, c'est la vieille façon de faire. Mais on peut aussi prendre un lasso, il y a une table de l'autre côté du tapis et l'on attire la table avec le lasso, si bien qu'on efface l'espace qui est devant soi. Einstein dit, en observant une coquille de noix, que plus la masse est grande, plus la relation entre l'espace et le temps est importante. Si vous pouvez concentrer d'énormes quantités d'énergie en un seul point, comme dans un trou noir ou une gigantesque étoile, vous tordez littéralement le tissu de l'espace-temps. Et vous pouvez faire un bond jusqu'aux étoiles voisines. Mais vous n'allez pas vraiment jusqu'aux étoiles voisines. Ce sont elles qui viennent à vous, parce que vous comprimez l'espace qui est entre vous et elles. L'énorme quantité d'énergie ou de masse nécessaire pour créer une telle torsion de l'espace paraît dépasser l'entendement et peut-être les possibilités humaines. Mais il y a peut-être une alternative. Le physicien John Brandenburg développe une théorie selon laquelle un vaisseau du futur pourrait voyager plus vite que la lumière, non pas en intervenant sur une zone de l'univers, mais uniquement sur la zone autour du vaisseau. Il faut pour cela avoir un vaisseau qui imite une curieuse particule qui, pour l'instant, n'existe qu'en théorie, le tachyon. C'est une particule avec une torsion différente. La lumière se déplace toujours à la même vitesse. Les tachyons, eux, peuvent aller infiniment vite. Mais ils ne peuvent pas aller plus lentement que la lumière. La vitesse de la lumière est pour eux la limite inférieure qu'ils ne peuvent pas franchir. S'ils existent vraiment, les tachyons peuvent dépasser la vitesse de la lumière, parce qu'ils ont ce que les physiciens appellent une masse imaginaire. Pour comprendre ce qu'est une valeur imaginaire, prenons le tournoiement d'une balle de tennis qui vient d'être frappée. Ce tournoiement peut l'amener à emprunter une courbe et à se déplacer d'une façon qui pourrait paraître étonnante pour un observateur par rapport à son point initial. De la même façon, un tachyon, invisible dans l'univers, peut exploser les vitesses limites. Brandenburg propose d'altérer l'espace-temps qui entoure le vaisseau par un champ électromagnétique pour l'amener à se déplacer à travers l'espace comme un tachyon. Il opérerait comme un avion furtif, invisible des radars, et que les opérateurs ne pourraient donc détecter. Si quelqu'un peut réussir à contrôler l'espace-temps autour du vaisseau, il peut en faire un objet techniquement imaginaire, ce qui implique qu'il pourra se déplacer plus vite que la lumière. Il se déconnecterait alors lui-même du reste du cosmos. Cela permettrait aux voyageurs d'aller n'importe où dans l'univers, en un clin d'œil, comme s'ils pouvaient emprunter tout d'un coup une multitude de raccourcis. Un raccourci ou un passage où vous entrez et ressortez plus loin, si vite que vous n'avez pas l'impression d'avoir changé de lieu et d'être allé où que ce soit. Vous penseriez qu'il s'agit d'une connexion imaginaire dans l'espace-temps. Mais c'est vous qui auriez changé, pas l'espace-temps. Personne ne peut savoir à quelle vitesse ni où se déplacerait un tel vaisseau de l'espace. Ce qu'il faut trouver, c'est la porte qu'il faudra pousser et par où sortir. Mais voyager dans un couloir de l'univers est impossible sans surmonter d'abord une des forces fondamentales de l'univers, celle qui nous enchaîne à la Terre. La première chose, c'est qu'il faut quitter le champ gravitationnel de la Terre. 10, 9, 8, 7, 6. Pour qu'un objet parvienne à se dégager de l'attraction terrestre, We have ignition and lift
Il doit atteindre une vitesse de 26 250 km/h. À cette vitesse, on effectue le trajet New York-Los Angeles en à peu près 8 minutes. Il n'y a pas d'autre moyen que la force brute, en tout cas à l'heure actuelle. Tandis qu'un ascenseur de l'espace ne peut échapper à l'attraction terrestre, une fusée peut s'en dégager avec une force brute fournie par une réaction chimique, l'explosion de son carburant en combustion. C'est une énergie chimique qui propulse aujourd'hui les fusées. À chaque fois que vous brûlez quelque chose, il y a énergie chimique. À chaque fois qu'une fusée brûle, c'est lié à une énergie chimique. Lorsque vous démarrez votre voiture, c'est le même phénomène qui se produit. Le carburant seul peut représenter 90% du poids total d'un vaisseau. Vous transportez tout le carburant dont vous aurez besoin. Ensuite, le premier carburant brûlé sert essentiellement à placer celui qui reste en orbite. C'est comme si l'on voulait aller de New York à Los Angeles sans refaire le plein. Il faudrait avoir un camion-citerne derrière soi. Mais une grande partie du carburant de ce camion-citerne servirait simplement à déplacer ce qu'il y a dans ce véhicule. La navette spatiale, ses fusées et le carburant qu'elle transporte pèsent 2000 tonnes. Et il faut une explosion tonitruante pour la faire décoller de terre. Well, Brent, looks like your long wait is over. We wish you all the best luck in the world. Godspeed, and we'll see you back here in about 2 weeks. À l'heure actuelle, pour partir dans l'espace, les voyageurs doivent d'abord s'élancer dans le ciel grâce à une détonation contrôlée. Quel que soit le poids du vaisseau, nous avons à produire une poussée d'1,5 à 2 fois ce poids pour quitter la surface de la Terre. Pour faire décoller la navette spatiale à la vitesse demandée, il faut une poussée de 3500 tonnes. Faisons une comparaison. Imaginez que je tienne dans ma main une balle de 500 grammes. Si je la tiens là fermement, j'exerce une force de 500 grammes qui pousse sur la balle. Si je la baisse, il est clair que je n'exerce pas la même poussée. Et si je l'élève, j'exerce une poussée de plus de 500 grammes. De toute évidence, il faut que la poussée soit légèrement supérieure au poids, sinon vous n'irez nulle part. On peut illustrer le déplacement de la fusée grâce à un ballon qu'on gonfle. Cela marche un peu comme un turboréacteur. Je peux le mettre en place et le contrôler. Et maintenant, je le laisse partir. Ce que nous faisons, c'est que nous essayons de placer autant de masse possible dans ce ballon et lorsqu'il se dégonfle, l'arrière, qui est étiré par cette pression, pousse de ce côté et l'objet part dans ce sens. Aujourd'hui, quand les astronautes grimpent à bord d'une navette spatiale, ils sont accompagnés d'immenses réservoirs qui contiennent la masse de carburant nécessaire. Des milliers de tonnes d'hydrogène et d'oxygène hautement combustibles attendent d'être rejetés. Il suffit d'une étincelle. L'engin principal démarre 6 secondes avant le décollage. La navette est secouée comme si elle voulait s'arracher de la rampe de lancement. Et à ce moment-là, vous pensez, oh mon Dieu, une force de 1000 tonnes représente une poussée incroyable. C'est un peu irréel. On n'arrive pas à croire que c'est en train d'arriver. Vous désiriez cela depuis des années, et ça y est, vous y êtes. C'est comme vivre un tremblement de terre, mais qui aurait été conçu par l'homme. Après avoir dépensé plusieurs millions de litres de carburant pour 2 minutes de vol, les fusées de lancement se détachent. Quand ces éléments se détachent, cela ressemble à un accident ferroviaire. Vous accélérez encore et encore, et vous brûlez tout le carburant du grand réservoir principal. Au bout des 6 minutes suivantes, vous accélérez jusqu'au point où vous sentez une accélération de 3G, 3 fois la force de gravité. C'est comme s'il y avait un immense gorille assis sur votre poitrine. Un pilote de dragster qui accélère de 0 à 150 km/h en 2 secondes ressentira une puissance de force G analogue à celle expérimentée par les astronautes. Pendant l'accélération, vous regardez le cadran qui indique la vitesse.
Vous êtes à des milliers de kilomètres par seconde, jusqu'à ce que vous arriviez à 25 fois la vitesse du son. Et là, ça s'arrête. Ensuite, tout flotte. Maintenant, vous êtes dans l'espace. Ce n'est pas très loin. Il ne faut que 8 minutes et 30 secondes pour y arriver. Avant de s'aventurer dans les contrées lointaines de l'univers et atteindre de nouveaux mondes, il faudra d'abord commencer par retourner voir une vieille amie. L'ascenseur de l'espace n'est pas pour aujourd'hui. La NASA projette d'envoyer une nouvelle mission sur la Lune dans l'idée d'utiliser son orbite autour de la Terre comme base de départ pour des voyages plus lointains. Le projet Constellation de la NASA, qui succède au légendaire programme Apollo, a pour but de mettre le pied sur la Lune en 2020. 2 fusées indépendantes sont à la base de ce plan. La fusée sans équipage Ares 5, dont la hauteur imposante est plus grande que 3 terrains de football mis bout à bout, portera l'atterrisseur lunaire, le matériel et une fusée qui partira de la Terre pour se placer sur une orbite où elle attendra les astronautes. La fusée Ares 1 amènera l'équipe d'astronautes pour qu'ils tournent en orbite à bord d'une capsule. Elle aura ensuite rendez-vous avec la fusée de départ et filera vers la Lune. Ce système de tandem nous permettra d'emporter plus de provisions, plus de produits de base vers la Lune, alors qu'Apollo n'autorisait que des voyages d'1 à 2 jours avant de faire demi-tour. Trouverons-nous le moyen de surpasser les réalisations audacieuses du programme Apollo? Franchirons-nous les distances infinies du cosmos aussi rapidement et facilement que nous traversons un continent? Il le faut. Notre survie en dépend. Nous ne pouvons stopper nos explorations. Nous avons appris dans l'histoire ce qui arrive aux sociétés qui s'arrêtent dans leur quête. Elles déclinent et elles meurent. Cela fait partie de ce que nous sommes. C'est ce que nous apprenons à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Nous sommes ce que nous faisons.